Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart donc encore une demi-heure, 20 minutes autour de la Chine. Moi, David, tout ce qu'on vient de raconter, la question pour les entreprises françaises aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas devenir dangereux d'investir en Chine? On se retrouve alors... ça l'a toujours été. Ça l'a toujours un risque. Là, notamment l'industrie automobile, j'ai l'impression, est en train... il va y avoir un symbole avec Porsche. Porsche, pour la première fois de toute son histoire, va fabriquer ailleurs qu'en Allemagne et va fabriquer en Chine des véhicules qui vont revenir. On a bien compris, c'est pas des véhicules, oui sans doute pour le marché chinois, mais c'est des véhicules aussi qui vont revenir. Stellantis a à peu près les mêmes projets de nouvelles vagues de délocalisation pour la construction automobile. Est-ce qu'ils prennent pas un risque considérable si jamais on est devant l'évolution que vous décrivez d'une Chine qui à un moment va se refermer sur elle-même? Alors moi ma position est peut-être trop optimiste. Mais vas-y. Je pense qu'il n'y a pas une Chine mais qu'il y a deux Chines. Il y a une Chine qui veut s'ouvrir et une Chine qui veut se fermer. Oui, mais à un moment, il y en a qui ont, il y a un secteur privé. Et d'autres qui n'ont pas. Justement, c'est ce que vous disiez, Jean-Pierre Cabestan. Xi Jinping ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il arrive à combiner accélération d'une industrie de services et contrôle du parti. Mais s'il n'y a pas l'accélération économique, il perd sa jeunesse. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Tout le monde a des contraintes, et il a des contraintes économiques. Et le problème qu'on a, nous, c'est que si on refuse de parler à la Chine et si on refuse d'y aller, en fait, on scie la branche de la moitié de la Chine qui veut travailler avec nous, qui est le secteur privé, et qui ne demande qu'à collaborer avec nous parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de notre productivité, de notre technologie. Et à l'inverse, on fait le jeu de la Chine qui veut se fermer, typiquement des apparatchiks qui disent « Prenez l'accord global sur les investissements du mois de décembre 2020 en Europe. On a mis 7 ans à le négocier. Au bout d'un mois, on dit aux Chinois, on le déchire parce que vous ne respectez pas les droits de l'homme. » Quand vous êtes en Chine, vous dites, la Chine qui veut se fermer, vous voyez bien que ce n'est pas la peine de parler aux Européens. On a discuté pendant 7 ans, ils déchirent le truc au bout d'un mois. Et à l'inverse, ceux qui veulent ouvrir la Chine perdent leur argument. Donc moi, mon idée, c'est qu'en fait, c'est très paradoxal toujours avec la Chine, c'est quand la Chine va mal, s'ils prennent toutes ces mesures, c'est parce qu'ils sont sous pression, voilà, et que l'économie va mal. Et que c'est précisément maintenant qu'il faut leur parler. Et de manière objective, en disant, le coût de la non-coopération est supérieur au coût de la coopération. Et je vous donne un exemple très simple. Ils n'ont pas le vaccin. 1,4 milliard de gens vaccinés à BioNTech et Moderna, on peut leur faire à $30 le vaccin, c'est 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est une journée de PNB. Donc leur dire, là, vous venez de fermer le port de Shenzhen pendant un mois, vous venez de fermer le port de Ningbo pendant 3 semaines. C'est eux qui ne veulent pas l'acheter, ce vaccin. Ils ont leur vaccin chinois qui leur va bien. Voilà. Mais non, qui ne leur va pas. Oui, mais... Et c'est là, il faut dire, vous voyez, que le coût de la non-coopération... Non, mais ils n'en veulent pas de vaccin. Ils n'en veulent pas jusqu'à ce qu'il y ait un problème économique qui fasse que... Et c'est ça ce qu'il faut leur dire. Parce que si vous vous fermez, chaque fois que vous êtes fermé... Au Sinovac, dans le reste du monde... Il faut le rappeler, chaque fois que vous êtes fermé, vous êtes allé dans le mur. Et ça, il y a plus de la moitié de la Chine, le secteur privé, qui le comprend parfaitement. Et c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on donne des arguments de manière... Oui. Il y a une lutte d'influence et on ne sait pas qui va gagner. Christian ? Oui, alors vous avez raison de poser ce débat de manière géostratégique au sens interne de la Chine, mais j'avais cru comprendre quand même que la question de Stéphane, c'était si on produit des Porsche en Chine, 40% moins cher qu'en Allemagne, dans 10 ans, ça entraîne quoi? Alors, on a déjà joué ce jeu-là. Non, c'était pas ça ma question, Christian. Oui, mais ça peut l'être aussi. Question, ça peut l'être, mais cette question-là, comme vous dites, elle a 10 ans, elle a même un siècle, en fait. Le péril jaune... Non, c'est pas seulement le péril jaune, c'est que l'Europe... L'ouvrier à 1 sou détrônera l'ouvrier à 1 franc. Non, mais sauf que l'Europe est la zone qui croît le moins vite. Il y a quand même si non, ma question, c'était, si vous investissez massivement aujourd'hui, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre investissement parce qu'il va y avoir un changement radical? Parce qu'ils vous prendront, ils vous nationaliseront le truc. Exactement. Comme le plus gros risque, c'est le syndrome EDF. Vous y allez pendant 40 ans, vous le construisez le nucléaire et vous ne gagnez pas un centime. Donc le problème de l'industrie allemande aujourd'hui, de l'automobile, c'est est-ce que je vais être taxé sur mes voitures thermiques pour financer la voiture électrique qui sera chinoise? Et c'est ça l'énorme problème. C'est ça l'énorme problème aujourd'hui de l'industrie automobile allemande. Mais je reviens quand même.
j'ai évoqué au tout début, pour moi, c'est une perspective à 10 ans qu'il faut avoir impérativement à l'esprit. J'ai bien dit que pour moi, la croissance chinoise, elle n'était pas à 6, elle était à 4,5, elle tendait vers 3. Mais pour l'instant, elle est à 4,5. 4,5, regardons la tendance des 3 grands acteurs mondiaux. La tendance à 10 ans sur les bases actuelles, pour la zone euro, c'est 1,25, 1,30. La tendance pour les États-Unis à 10 ans, c'est 2,5. 2,25 à 2,5. Et la tendance pour l'instant, tant qu'il ne bascule pas du 4,5 à 3, pour les Chinois, c'est 4,5. Donc il faut bien avoir quelque chose dans la tête qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, les États-Unis, à l'horizon des 10 prochaines années, c'est quand même l'horizon des grands investisseurs, c'est 2 fois la croissance de la zone euro, et la Chine, ça reste 2 fois les États-Unis ou 4 fois la zone euro. Donc on a quand même une grande interrogation sur le moyen terme. Est-ce que la zone euro, qui représentait 20 points du PIB mondial il y a 12 ans, qui est déjà tombée à 15 et qui est en train de sortir de l'histoire. La zone euro est en train de sortir de l'histoire, Chine, Allemagne comprise. Donc il y a un moment, et c'est une question géostratégique que l'Union européenne ne se pose pas, parce qu'elle n'est pas posée comme ça. Mais jusqu'à quel point il ne faut pas... C'est une question que les Américains se posent. Il ne faut pas créer un grand marché nord-atlantique entre les États-Unis et la zone euro et traiter les questions de croissance et d'échange avec la Chine de manière géostratégique en se disant, et si on continue de leur transférer les technos, sachant que le préjugé il y a 20 ans, c'était qu'ils étaient assez stupides pour jamais pouvoir nous rattraper. Ce qu'ils ont montré depuis 20 ans, c'est que non seulement ils peuvent nous rattraper, mais y compris dans les technologies les plus intensives, en savoir-faire, ils sont capables même de dépasser les Américains. C'est pour ça que Trump a cassé Huawei, c'est parce que Huawei s'était permis d'être meilleur que les Américains en 5G. Et donc, la question, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais... Est-ce qu'il faut vraiment... Et je pense qu'en revanche, les géostratèges américains se la posent. Est-ce qu'il faut aider la Chine ou la casser? Voilà. Bonne question. Attendez, d'abord, je voudrais J'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Pierre sur faut-il la casser ou faut-il l'aider? Bon, c'est Christian l'animateur, Jean-Pierre. Vous répondrez. Allez-y. Je ne suis pas économiste, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut protéger nos intérêts. C'est-à-dire qu'il faut essayer de conserver les technologies qui sont en avance sur les technologies chinoises et essayer de conserver aussi plus d'industries possibles en Europe. Alors, il y a toujours une question de coût, mais on a bien vu qu'avec la Covid, qu'il était préférable aussi de conserver un exemple de lignes de production à proximité de nos marchés, plutôt que de dépendre complètement d'une mondialisation qui montre ses faiblesses lorsqu'il y a une crise. Mais Jean-Pierre, est-ce que vous achetez ce que nous a expliqué David, c'est-à-dire, moi j'ai entendu ça avec l'Iran, j'ai entendu ça avec l'Union soviétique, certains d'entre vous n'étaient pas nés, c'est-à-dire il y a le camp des modérés qu'il faut encourager parce que sinon c'est les durs qui vont tout saisir et ce sera la fin des temps. Oui, vous achetez ça, Jean-Pierre? Historiquement, les durs se gavent de ce que les modérés ont fait. Le Parti communiste a sa propre logique, qui est de mettre en place un capitalisme d'État où l'État contrôle une grande partie de l'activité économique et où dans un système dans lequel les entreprises privées sont sous tutelle. Donc l'autonomie des entreprises privées, elle est relative par rapport à ce que l'on connaît chez nous. Donc c'est un système quand même qui profite des subventions d'État pour notamment dans les secteurs où la Chine veut créer des champions pour en fait instiller à l'échelle mondiale une forme de concurrence déloyale que l'OMC évidemment, étant donné la faiblesse de ses règles, a du mal à combattre. Donc et là c'est un avantage dont la Chine évidemment tire parti, mais qui ces 20 dernières années nous ont beaucoup desservi. Donc c'est cette situation qu'on a du mal à corriger. J'ai vu que l'administration Biden voudrait commencer à enquêter sur ces subventions d'État indues qui sont distribuées par le Parti communiste à ses champions nationaux et qui leur permet d'occuper des positions de plus en plus fortes sur la scène mondiale. Donc ça, mais quel instrument mettre en place pour essayer de créer un système plus juste de concurrence, on n'a pas forcément la réponse parce qu'on n'a pas les instruments. Maintenant, au sein du pouvoir,
voir au sein de la société chinoise, oui, il y a des gens qui sont quand même pour l'ouverture sur l'extérieur. Moi, je le vois à travers mes étudiants, si vous voulez. C'est qu'ils sont peut-être nationalistes pour certains, mais enfin, eux, ils tablent quand même beaucoup sur une Chine qui est ouverte, qui reste notamment pour tout ce qui est vie quotidienne, les produits de luxe, mais aussi, si vous voulez, les divertissements. Jean-Pierre, juste question presque anecdotique, mais la démocratie, c'est pas un sujet pour ces jeunes gens, vous nous décriviez. Pour la plupart des Chinois, ça ne l'est pas. En tout cas, les Chinois du continent. Hein. Ça l'est pour les gens de Hong Kong, ça l'est pour les Taïwanais, mais pour les Chinois du continent, c'est pas une question qui se pose parce que pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il y a un déficit de culture démocratique en Chine, hein, donc c'est pas une question qui les intéresse. Et les Chinois sont devenus consommateurs, mais ils ne sont pas devenus pour autant citoyens. Mais aussi parce que le système est tel que par sa surveillance et moyens de répression que si on s'aventure dans la sphère politique, il y a des coups à prendre, hein, il n'y a pas beaucoup d'avantages à récupérer. Donc les gens prudents, même les jeunes, restent le plus souvent à l'écart de la sphère politique et n'essayent pas d'influencer le pouvoir. Ils savent très bien que de toute façon le régime est là, il ne va pas changer. Ouais. Un mot encore, David sur le plan économique, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des activités en Chine, la vraie cassure, c'est la stagflation. C'est-à-dire qu'on a eu 20 années de déflation, et maintenant c'est terminé. Alors, les salaires augmentaient déjà, mais là, ce sont tous les coûts qui explosent, y compris matières premières, y compris logistique. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y aura une croissance. Pour moi, c'est est-ce que j'aurai une croissance profitable. Et ça, c'est l'énorme problème. La stagflation, c'est les années 70, c'est pas gagné. Et crise sociale, grève, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est envisageable parce que c'est de l'inflation aussi, avec donc des salaires qui vont suivre ou qui vont pas suivre. Enfin, ils vont se retrouver avec des sujets les crises qui sociales sont et des grèves, ils en ont depuis 30 ans. Simplement, il y a plusieurs dizaines de milliers d'incidents par an. Simplement, c'est toujours contrôlé localement. Ça ne déborde jamais, ça n'arrive jamais dans les médias non plus. La priorité sera donnée à l'augmentation des salaires. Vous avez le salaire minimum qui fait plus 15% cette année dans tout un tas de provinces. Donc le problème, il n'est pas social, il est économique. C'est que les entreprises n'auront plus de quoi investir et vous aurez un ralentissement de la montée en gamme. Et la manière dont sont sortis dans les années 70, c'est Bill Gates. C'est la technologie de rupture qui invente l'ordinateur et qui remet de la productivité. Donc en fait, c'est ça le vrai sujet. Si on est en stagflation, là les banques centrales nous disent stagflation, l'augmentation des coûts, c'est juste temporaire. En réalité, quand vous parlez aux patrons, ils vous disent tous ça va prendre beaucoup de temps. Ah, tu parles de ce qui est lié là en ce moment avec les pénuries. Oui, d'accord. Qui fait que tout, non, mais parce que s'enchaîne. Donc, ça va être ça le problème de la Chine, c'est comment développer les technologies de rupture pour sortir de la stagflation. Ouais. C'est un problème mondial, hein, mais vous l'avez d'autant plus en Chine. Mondial. Vous l'avez d'autant plus en Chine parce que. Non, mais moi, je m'interrogeais quand même parce que j'avais pas compris tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a une stagflation temporaire au niveau mondial dont on peut discuter de la durée, mais quand même, il y a un consensus qu'au moins pour l'Occident. À partir du printemps 2022, ça se calme sérieusement. Exactement. Donc là, vous semblez dire qu'il y a un phénomène de surstagflation interne à la Chine qui serait en partie indépendant de ce phénomène temporaire. Si c'est exact, c'est un sujet absolument lourd. Parce qu'à ce moment-là, la question centrale, c'est celle de la compétitivité générale de la Chine. Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas du tout dans leurs exports. Mais la question, c'est jusqu'à quel point, d'ici 5 ans, ça pourrait contribuer, c'est ma question, moi, c'est jusqu'à quel point ce que vous dites pourrait contribuer à la brisure du 4,5 vers le 3. Je pense que tant qu'il est à 4,5, Xi Jinping maintient son contrôle sur le système, d'autant plus qu'il l'a tellement durci, mais à 3, ça devient extrêmement complexe. Alors, il nous reste un quart d'heure, et donc il faut quand même parler de ce qui est le titre de vos livres. Alors, pas vous, David, mais en tout cas, Jean-Pierre et Christian. Jean-Pierre, donc, quand on dit guerre ou paix, on a quel scénario en tête? C'est-à-dire, on vient là de donner la liste d'une série de défis pour la Chine. Et il y aurait, comme on l'a vu si souvent dans l'histoire, une sorte de sortie patriotique avec une aventure militaire. Ça peut être ça le scénario, par exemple?
Alors, il y a en Chine quand même une accumulation de passion et de poudre, hein, comme je le dis dans mon livre. C'est-à-dire que vous avez une passion nationaliste qui est devenue véritablement incandescente, tout au moins dans certains secteurs de la société chinoise. Une volonté d'en découdre avec la Taïwan, en mer de Chine du Sud ou avec le Japon, autour de ces îlots qu'on appelle les Senkaku au Japon, les Teruyu en Chine, et de restaurer la grandeur de la Chine par une opération militaire qui, aux yeux de beaucoup de Chinois, ne pourra que forcément réussir. Vous avez beaucoup de films de guerre à la télévision qui nourrissent ce patriotisme guerrier et qui est inquiétant à bien des égards. Maintenant, est-ce que le pouvoir ira jusque-là? Ce que j'observe, c'est que Xi Jinping, et c'est ça, mais Xi Jinping surtout, a beaucoup joué sur ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire entre la guerre et la paix, où la Chine a poussé son avantage par des manœuvres d'intimidation ou par l'occupation et la militarisation de plusieurs îlots en mer de Chine méridionale. Donc, on voit bien que la Chine, là, elle a poussé son avantage sans pour autant passer le seuil de la guerre. Et elle fait preuve donc d'une certaine prudence, ou tout au moins, elle développe une stratégie qui est empreinte de risques extrêmement calculés. Même chose avec Taïwan. Hein. Vous avez vu les gesticulations qu'elle a pu multiplier ces dernières années dans les détroits de Taïwan, mais sans pour autant passer à une opération militaire en bonne et due forme. Et parce que, évidemment, vous avez les États-Unis sur le chemin et que les États-Unis ont des traités d'alliance ou de sécurité avec un certain nombre de pays de la zone, notamment le Japon et la Corée du Sud, et avec Taïwan, une espèce de garantie assez ambiguë, mais qui revient à protéger le statu quo, non pas à soutenir une indépendance de Taïwan par rapport à la Chine, mais à protéger le statu quo et empêcher que la Chine, qui aujourd'hui a des velléités de réunification ou d'accélération de la réunification, à utiliser des moyens militaires pour arriver à ses fins. Et comment est-ce que ça s'articule avec le programme Route de la Soie ? Parce que moi, j'avais l'impression que depuis, on va dire, 2 ans, ce qui guidait un petit peu les relations internationales de la Chine, c'était au contraire, les routes de la soie étaient présentées comme les nouvelles routes de la soie, comme la prospérité commune, comme les investissements communs, etc. Donc là aussi, il y a une forme de contradiction. Oui, les routes de la soie, c'est destiné au Sud. Hein. C'est-à-dire, c'est une manière pour la Chine de rallier à sa cause tous les pays du Sud, notamment l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Amérique latine, pour mieux isoler le Nord, mieux isoler les pays occidentaux et un peu appliquant à l'échelle mondiale un peu ce qu'avait fait Mao à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire encercler les villes avec le soutien des campagnes et ainsi asphyxier ou tout au moins mettre fin à la domination occidentale des affaires mondiales. Et ça, c'est vraiment le projet chinois. On le sent bien chaque jour dans le duel, si vous voulez, entre la Chine et les États-Unis. C'est ça le véritable enjeu. C'est de faire en sorte que les États-Unis perdent leur statut de première puissance mondiale. Est-ce que pour autant les États-Unis vont céder ? Moi, je ne pense pas. Et c'est un peu la conclusion de mon livre. Hein. C'est qu'on est parti plutôt dans une guerre chaude, plutôt vers une guerre froide où les deux grandes puissances vont continuer de se faire face et de se concurrencer et parfois de devoir gérer des crises militaires dans lesquelles elles seront impliquées. Christian ? Alors, il va y avoir une guerre froide de plus en plus dure, mais la question, malgré tout, ce que l'on a observé dans l'histoire, c'est que s'il y a un très fort ralentissement de la croissance chinoise, la tentative d'une aventure extérieure devient de plus en plus forte. Alors, c'est ce que j'avais déjà écrit, quand Xi a pris le pouvoir à vie. La seule façon de vous sortir du pouvoir à vie, c'est une balle dans la tête. Donc, à un moment donné, quand... la solution biologique, ils disaient pour Castro, les Américains. Ouais. Donc, quand vous avez des enjeux absolument gigantesques, la tentation de prendre le contrôle de Taïwan devient intéressant. Alors, il y a l'aspect nationaliste, bien sûr, mais pour moi, il y a l'aspect technologique. Taïwan, c'est 40% des microprocesseurs mondiaux, mais c'est 81% des dernières générations. Ouais, or, c'est clé pour le développement militaire, mais aussi pour la recherche des progrès de productivité, pour régler le problème que vous évoquiez précédemment. Christian, je vais vous le dire très franchement, moi, comme ça, ça semble inimaginable.
Alors ça semble L'idée inimaginable. des Chinois, de l'armée chinoise débarquant à Taïwan, ça semble inimaginable. Alors, ça semble inimaginable. C'est d'un autre siècle. Oui, mais ce n'est pas forcément la vision des dictatures, ça c'est le premier point. Vous avez une vision, vous vous souvenez, en 1910, toutes les élites européennes considéraient qu'une nouvelle guerre en Europe était inimaginable. C'était exactement le même terme. Hein. Donc la question qui se joue, c'est à partir de là, il peut y avoir des dérapages. Donc, quand à un moment donné, les Chinois décident effectivement de faire une aventure militaire sur Taïwan, ça semble inimaginable à l'instant T, mais il peut y avoir des dérapages. Alors, le deuxième point qui m'impressionne, c'est une note qui est sortie du ministère de la Défense de Taïwan la semaine dernière et qui a dit qu'en cas d'attaque chinoise, Taïwan ne pourrait pas résister. Donc, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné... Personne n'en doute, ça. Non, mais ça veut dire qu'on peut aussi imaginer une opération militaire qui se résolve comme ce qu'on a observé en Afghanistan. C'est-à-dire que l'armée chinoise avance et puis que les autres disent « OK, on ne se bat pas ». Alors, c'est une grande interrogation, on ne peut pas y répondre. En tout cas, c'est le sujet du moment, quoi. Alors, pour vous, il n'y a pas de doute. Moi, à ce moment-là, la question qui se pose... donc on voit qu'on est face à un univers de possibles multiples, mais la question qui se pose pour moi, vraiment, c'est jusqu'à quel point, dans le stade actuel des choses, les Américains pourraient tolérer que s'ils prennent le contrôle de l'industrie des microprocesseurs de Taïwan. En fait, c'est ça la seule vraie question géopolitique. Et donc là... Donc ça veut dire que les Taïwanais vont commencer à s'inquiéter fort en 2025, quand l'industrie américaine des microprocesseurs sera montée en puissance. Mais moi, je pense que la raison... les usines qu'il faut... Et... Non, mais justement, la première si vous voulez, mais vous venez de dire ce que j'ai dit récemment, quand Biden annonce 50 milliards de dollars pour réinternaliser la production et que quelques semaines après, Intel annonce 100 milliards de dollars d'investissement, les deux étant liés d'ailleurs, puisqu'une partie des 50 entre dans les 100 d'Intel, c'est un effort colossal qui est accompli et qui permettra aux États-Unis d'être semi-autonome d'ici 3 à 5 ans. Semi-autonome, c'est au sens de ce que le Pentagone considère comme la base militaire. Vous savez que le Pentagone a cartographié 40% du potentiel économique des États-Unis appartient à la base militaire. Donc aussi longtemps que la base militaire, d'ici 3 à 5 ans, est totalement autonome en approvisionnement de microprocesseurs, à ce moment-là, vous avez une semi-autonomie des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais je continue juste une seconde. Oui, une seconde. Alors, vous avez eu des études qui ont été menées, et puis le livre de 2017 sur Thucydide, qui montre que si les Américains voulaient protéger Taïwan en envoyant des Marines, s'il faut en envoyer 1,5 million, on peut avoir 800 000 morts, et le chapitre se terminait par on ne va pas sacrifier 800 000 gamins. Mais en revanche, si la Chine intervient et que Taïwan, là aussi, ça sera incident contre incident, je pense qu'une destruction militaire du potentiel de microprocesseurs taïwanais par les Américains au moment d'une attaque de la Chine, c'est quelque chose qui est, à mon avis, cartographié. David. Non, mais l'art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Donc, moi, je ne crois pas à la guerre froide, je crois à la paix froide. C'est-à-dire la guerre est impossible et la paix est improbable. C'est l'inverse de 1947. Donc, en fait, moi, je crois que ça fait 20 ans qu'on sous-estime la Chine qui s'ouvre. Et il ne faudrait pas qu'on surestime, pour les 20 prochaines années, une Chine qui se ferme. Et on l'a vu il y a 15 jours à Hong Kong, où la Chine a voulu imposer à Hong Kong la loi anti-sanctions contre les sanctions américaines. Et toute la communauté des banques a dit, mais si vous nous forcez à choisir entre les États-Unis et la Chine, il va de soi qu'on ne peut pas se couper du dollar. Attends, David, il faut expliquer ça. Loi anti-sanctions, c'est-à-dire les banques qui travaillent à Hong Kong n'auraient plus eu... C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous suivez des sanctions contre la Chine, eh bien, je peux saisir vos actifs en Chine. Et donc, cette loi s'applique à la Chine continentale et les Chinois voulaient qu'elle s'applique également à Hong Kong. Ce qui fait que toutes les grandes banques internationales. Donc, toutes les grandes banques qui sont par définition obligées de suivre les sanctions américaines auraient vu tous leurs actifs en Chine potentiellement saisis. Et donc, l'ensemble de la communauté financière de Hong Kong a dit aux Chinois, mais ça, vous ne pouvez pas. Si vous faites ça, on part tous de Hong Kong. Ouais, c'est ça. Ce que les banques canadiennes ont déjà fait. Ouais, en disant, on ne prend pas le risque. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui gagnent. Et c'est la Chine qui perd.
Donc c'est là où C'est un peu la question que je posais tout à l'heure. Le rapport de force. Faut-il rester à tout prix? Les banques ont envoyé une réponse. Non, on ne restera pas à tout prix. Le rapport de force, aujourd'hui, désolé, mais est en faveur des États-Unis. Donc ne nous forcez pas à choisir, parce que si vous nous forcez à choisir, on est obligé de partir. C'est intéressant. Jean-Pierre? Oui, moi je passe, pour résumer, si vous voulez, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, je pense que les États-Unis ne peuvent pas lâcher Taïwan. S'ils abandonnent Taïwan, c'est la fin de la crédibilité américaine dans l'Asie-Pacifique, et donc tous les alliés américains de la zone seront obligés de se réaligner sur la Chine. Et donc l'enjeu pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine, est énorme. Donc c'est pour ça que... Et puis alors il y a une autre quand même dimension. Si d'un côté la guerre cybernétique a déjà bien commencé, hein, il y a deux autres guerres que ces deux puissances ne peuvent pas envisager. C'est la guerre nucléaire, d'abord. Le risque de nucléarisation d'un conflit sino-américain reste important. Et puis la guerre spatiale. C'est-à-dire que le premier jour, si les Chinois ont pour un projet de neutraliser les satellites américains, le lendemain, c'est les satellites chinois qui sont neutralisés. Les Américains lancent 50 satellites qu'ils ont en réserve dans leur hangar. Donc, et là, l'espace est à nouveau contrôlé par les Américains. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'équilibre de la terreur qui force à la fois les Chinois et les Américains à faire attention, mais qui empêche les Chinois, à mon avis, d'aller au-delà d'un incident militaire et donc d'une crise militaire qui peut apporter certains avantages à la Chine, en accroissant la pression sur Taïwan, en leur faisant peur, les empêchant d'aller trop loin dans leur volonté d'indépendance. Mais pour autant, je ne pense pas qu'ils puissent forcer les Taïwanais à s'unifier contre leur gré à la République populaire de Chine. Moi, effectivement, il nous reste 2 minutes. On a le temps de dire des choses quand même en 2 minutes. Ce qui me passionne dans tout ce que vous m'avez appris, c'est le champ de contraintes considérable finalement dans lequel évolue celui qui est peut-être aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, c'est-à-dire Xi Jinping. On a cette vue monolithique de la Chine, et c'est faux. Quand je dis qu'il y a 2 Chines, il y en a beaucoup plus, mais il y a au moins 2 Chines. Et donc, de même qu'ils nous divisent tous les jours, essayons de les diviser. Oui, mais en même temps, les contraintes dont on parle, elles sont massives, mais à un moment donné, prendre une décision qui peut sembler irrationnelle aujourd'hui pour sortir de ce champ de contraintes, c'est quelque chose qui est envisageable. Ah, c'est ce que l'histoire nous a montré à de nombreuses reprises, absolument. De nombreuses reprises. Et ça, le sujet, c'est y a-t-il les contre-pouvoirs nécessaires au sein de l'appareil de prise de décision chinois pour empêcher ça? Non, il contrôle totalement l'appareil militaire. Il n'arrête pas de nettoyer sur nettoyage du commandement militaire chinois. À l'intérieur du Parti communiste, il a quand même nettoyé les autres clans temporairement. Donc, il a aujourd'hui un pouvoir infini. Ceci étant, sous la contrainte de ne pas décevoir le peuple. Voilà, donc c'est d'une complexité inouïe, mais en même temps, il ne faut pas non plus, vous êtes Xi, qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez les États-Unis, vous regardez l'Europe. Je pense qu'on ne l'a pas évoqué ici, mais le champ clos de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, c'est nous. C'est nous qui allons être au cœur de l'affrontement de la Chine et des États-Unis. Et là, vous êtes Xi, vous regardez l'Europe, et vous dites, mais c'est tellement facile de les jouer les uns contre les autres. Bon, allez. Bon, allez. Merci Christian Saint-Étienne. Donc, je finis toujours par me remonter le moral. Et non, à contrario, on a le potentiel pour réagir. Voilà, il suffit qu'on se ressaisisse. C'est votre grande phrase. Il suffirait d'un mot, voilà, pour qu'on soit à nouveau la première puissance du monde. Christian Saint-Étienne, donc l'économiste, David Bavrez et Jean-Pierre Cabestan qui étaient avec nous depuis Hong Kong. Merci infiniment Jean-Pierre et merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve demain.